Bonjour. Donc, on va bouger un petit peu. On va passer des montagnes du Massif central à la plaine, plus en ville, à Delhi, où j'ai fait mon terrain dans les milieux des photojournalistes indiens. Donc, dans cette présentation-ci, je vais m'attarder plus particulièrement au discours de certains des photojournalistes qui cherchent à légitimer leur pratique en allant chercher dans des théories religieuses hindoues et en allant chercher certains éléments de l'esthétique classique indienne. En faisant ça, ils essayent de trouver une manière d'ancrer la position particulière du photojournaliste, une double position de spectateur et de témoin, mais de l'ancrer dans une expérience morale concrète et légitime. C'est une articulation qui positionne le photojournalisme comme expérience privilégiée de la réalité et qui vient à un moment particulièrement angoissant pour les photojournalistes indiens, mais c'est le cas des photojournalistes partout à travers le monde qui vivent des transformations majeures dans l'industrie des médias, des transformations technologiques qu'on voit depuis une dizaine d'années, puis plus récemment des transformations économiques. C'est tout des changements structurels qui cherchent à amoindrir la valeur intrinsèque du photographe, qui, au bout du compte, cherche à les rendre interchangeables. Donc, c'est des changements qui leur échappent, puis sur lesquels ils essayent d'avoir une emprise. Alors, dans la dernière décennie, les milieux journalistiques et l'industrie des médias, en général en Inde, ont vécu des changements énormes. On a vu une arrivée, une montée fulgurante de la télévision dans les habitudes de consommation de la population. En Inde, là, on m'avait donné une approximation du nombre de chaînes de télé, de nouvelles en continu, puis c'était dans la centaine. Il y en a dans chaque petit État, dans chaque ville. Maintenant, avec une technologie qui est vraiment peu dispendieuse, n'importe qui avec un petit peu d'argent peut monter sa chaîne de télé. Puis c'est ça aussi, contrairement à ce qui se passe partout ailleurs dans le monde, en Inde, puis je crois que c'est le cas en Chine, on continue à voir une croissance des médias écrits, des publications, qui est surtout soutenue par une croissance des revenus publicitaires. Donc ça, c'était le cas avant la crise financière de 2008. Aux dernières vérifications, ça avait ralenti, je parle de l'Inde, ça avait ralenti légèrement, mais ça n'avait pas reculé, là, contrairement à ailleurs dans le monde. Donc, mon terrain se rapporte à cette époque-là. J'étais là dans la deuxième moitié de 2008. Donc, la plupart des professionnels que j'ai rencontrés disaient du milieu des médias qu'il y avait une lutte acharnée en cours. Une lutte entre des conceptions divergentes du rôle des organes de presse dans la société indienne. D'un côté, on a le modèle hérité de l'indépendance, okay, qui en fait ressemble plus, mettons ça, c'est un des porte-étendards, là. Donc, c'est en fait le journalisme militant, le journalisme qui porte une cause politique, qui cherche à contribuer à un projet de société de justice sociale, d'émancipation. Donc, une position que peut-être beaucoup d'entre nous seraient plus sympathiques envers ça, puis qui se positionne en champion des opprimés, si on veut. Face à ça, on a... Donc là, c'est juste, en fait, ce qui me marquait de ça, c'est qu'on va voir... Ça, j'ai pris des clichés. Je pense que c'était le lendemain de l'ouverture des Jeux du Commonwealth à Delhi. Ça, c'est le magazine Tehelka, c'est un hebdomadaire connu pour ses positions plus critiques. Donc, leur numéro, leur article sur les Jeux du Commonwealth parle des gens, des sans-nom, des gens plus pauvres, plus démunis, qui ont construit ces installations-là, alors que le Times of India, qui est
le média écrit phare de l'Inde, qui est basé à Delhi, pas à Delhi, à Mumbai, ben, il y allait de sa glorification là, des jeux. Le moment de fierté pour l'Inde, tout le monde est content, tout est beau, finalement, ça s'est bien passé. Juste pour vous donner une idée un petit peu du type. Donc ça, c'est les sites Internet, mais on peut... les journaux que j'ai vus, ça ressemble pas mal à ça. C'est juste en imprimé. Puis on a des vignettes, genre des exercices pour avoir des seins plus fermes, des bonnes positions pour le sexe, comment avoir des belles fesses. Donc, on est beaucoup dans le people, beaucoup dans la promotion de la consommation, contrairement à un organe comme ça qui te parle d'autres choses. OK. Un truc à préciser, le groupe Times of India, en fait, qui est un groupe médiatique à l'intérieur d'un groupe médiatique, à l'intérieur du groupe Bennett Coleman, qui a aussi des radios, des télés, ils ont à peu près, si je me souviens bien des chiffres, là, c'est que c'est un petit peu moins qu'une vingtaine de différents organes médiatiques, comme je disais, télé, radio, magazines, journaux, un petit peu partout en Inde. Bennett Coleman a été fondé en 1838 sous le régime colonial. Après ça, c'est passé aux mains des Indiens. Mais tout le monde à qui je parlais le présentait comme étant, si on veut, le suppôt de Satan. Dans le sens où c'est un journal qui, en plus de vendre de l'espace publicitaire, vend de l'espace éditorial. On ne vous le dira pas, mais ils ont des programmes qui ont annoncé en conférence de presse, 2 programmes qui s'appellent, un c'est le MediaNet, puis l'autre c'est les Private Treaties. Les MediaNet, c'est en fait, tu passes une entente avec leur service de communication, puis ils vont bien placer ton entreprise dans l'actualité. Donc, peut-être que les organisateurs du jeu du Commonwealth ont eu une entente avec, c'est assez élogieux. On voit ça avec beaucoup d'industriels. Puis en fait, n'importe qui a assez d'argent peut se payer une bonne couverture de presse. L'autre entente, c'est un petit peu plus subtil, mais c'est plus insidieux. Ça s'appelle les Private Treaties. C'est en fait, le groupe Bennett Coleman achète des parts de ton entreprise. Puis, attendez, je ne veux pas me mêler, là. Non, c'est un échange de services contre des parts d'une entreprise. Donc, on prend des parts d'une entreprise de constructeurs automobiles et puis on établit un plan de communication global à travers l'ensemble de la famille Bennett Coleman pour assurer les arrières, en fait, de l'entreprise partenaire. Donc, c'est juste un petit portrait de ce qui se passe présentement dans les médias d'information en Inde. On va revenir aux photojournalistes. Les gens que j'ai rencontrés avaient participé à des ateliers de formation au photojournalisme chapeautés par une ONG néerlandaise qui s'appelle World Press Photo. Ils organisent un concours annuel assez prestigieux. Ils ont aussi un programme éducatif qui tiennent dans des pays un petit peu partout à travers le monde. Puis le but des ateliers, c'était de former les photographes à une forme photographique qu'on connaît ici sous le terme de grand reportage ou le terme anglais qui est utilisé un peu partout, les photo stories. Donc, c'est un travail de longue haleine sur un sujet particulier, de préférence avec un axe qui va vers une volonté de justice sociale, corriger des torts, souligner le malheur de gens marginalisés. Donc, ces ateliers-là ont eu lieu en 2001 puis 2003. Moi, j'étais là 5 ans plus tard. Fait que mon but, c'était de me faire une idée de qu'est-ce que ces ateliers-là avaient contribué au parcours des photographes. Okay. Donc, maintenant, ces photographes-là, ils travaillaient soit dans des magazines d'actualité, soit dans des publications du groupe Bennett Coleman.
soit dans des agences de presse, ou soit il travaillait comme pigiste pour des publications internationales, le New York Times, Time Magazine, National Geographic, Le Monde et compagnie. Puis au fil de mes rencontres avec eux, il y a deux termes qui ont commencé à ressortir avec beaucoup d'insistance. Celui de darshan et celui de rasa. Donc, moi, quand j'étais parti, je me complaisais un petit peu dans ma position de bon anti-orientaliste éclairé. Puis, j'avais réellement refusé intentionnellement de regarder ça à travers le prisme de notions religieuses ou de notions de l'esthétique classique indienne. Je voulais voir les Indiens aujourd'hui, la société contemporaine, les pratiques contemporaines. Pourtant, on m'avait poussé à essayer de circonscrire une genre de pratique photographique proprement indienne, comme d'autres anthropologues avaient fait. Notamment Christopher Penny, qui a écrit un livre, Camera Indica, qui a résonné, là, puis qui sert de référence dans le milieu. Lui avait montré comment la photographie est arrivée quand même assez rapidement en Inde, quelques années après le développement en Europe. Donc, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Puis, avec le temps, s'était transformé considérablement. Donc, avait été intégré dans des pratiques religieuses, mais aussi avait pris des allures un petit peu ludiques, là. Donc, il y a des pratiques assez répandues de faire des sorties au studio de photographie. Donc, on est samedi soir, on s'en va en famille, faire une sortie au studio de photographie, puis là, on s'amuse, on se déguise, on met toutes sortes d'affaires. Donc, ça, c'est jusqu'au début des années 90. Moi, quand j'étais là, c'était vraiment moins courant. Là, maintenant, tout le monde avait sa caméra numérique ou son cellulaire. Fait qu'il faisait ça comme ça, là, partout où il allait, sans avoir recours au studio proprement dit. OK. Mais je ne voyais pas trop le lien avec les photographes professionnels que j'allais rencontrer. Pour moi, c'était ce qu'on peut appeler des globalisés ou des gens cosmopolites, éduqués, qui parlaient tous anglais. Mais là, je suis tombé sur les propos de Raghu Rai, qui est vraiment, sans conteste, le photographe indien le plus connu au monde et le photographe le plus connu en Inde. Lui avait participé aux ateliers en tant que conférencier. Puis lui, il parlait de la pratique de la photographie comme étant un moyen de prendre darshan du monde et de la vie qui s'y déploie. Je vais expliquer justement c'est quoi cette notion-là de darshan. C'est un concept qui est central dans les pratiques religieuses de l'hindouisme. Ça consiste à se mettre sous le regard des divinités. Ainsi, lorsqu'un fidèle va prendre darshan au temple, il se rend autant pour voir que pour être vu par les divinités, à travers leurs représentations, les icônes, les statues, le gourou. Donc, c'est un échange de regards. Ce que les théoriciens occidentaux ont nommé l'extramission. Dans le fond, c'est, en tout cas, là, on rentre dans les théories de la vision, là, mais il y a des théories qui disent que une vision, c'est quelque chose qui aspire, si on veut, le monde. Il y en a d'autres qui disent que la vision, c'est quelque chose qui va prendre dans le monde. Donc là, on est dans le « aller prendre dans le monde ». Donc ça, c'est un recueil de photos de statues de dieux dans des temples hindous un petit peu partout à travers le monde qu'on intitule darshan. C'est l'idée fondamentale. Ça, on appelle ça une salle de darshan, un darshan hall. C'est là où c'est une gourou, là, puis il y en a une pléthore en Inde. Elle, c'est Amma. Donc, c'est là où les gens vont pour se mettre sous le regard. Donc, c'est un terme aussi qui, avec le temps, a été utilisé pour désigner le rapport des vedettes ou le rapport des chefs politiques avec les foules. Donc, si on revient à Raghu Rai, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, et là je cite, donc en parlant de son rapport à la photographie, puis pourquoi il servait du terme de darshan, dit « Les plus hauts niveaux de compréhension viennent de l'énergie intuitive avec laquelle nous entrons en connexion. Énergie qui est elle-même un élément de spiritualité qui entre dans notre vie. Avec la photographie, vous attrapez l'énergie et l'émotion des choses. Le point culminant vient lorsque vous connectez réellement de manière intuitive avec ces énergies insaisissables, et ce moment de connexion est un don de Dieu très précieux. La photographie, c'est porter un regard, et lorsque vous pouvez voir cette totalité, c'est le darshan. » Donc, Raghu Rai est ancré dans une conception hindoue du monde,
dans laquelle il m'a sorti le... C'est un petit... je sais pas comment appeler, un dicton ou un petit proverbe, là, hindou qui dit « Kan Kan Men Bhagwan », qui veut essentiellement dire « Dieu est en toutes choses ». Donc, tout est une émanation de Dieu. Mais au-delà du mysticisme, qui était assez évident dans sa manière de présenter son travail, il y a des associations qui sont assez intéressantes qui sont faites là. C'est les mêmes associations que j'ai entendues chez plusieurs autres photographes que j'ai rencontrés. D'une part, on a l'aspiration à une compréhension intuitive, non médiatisée, donc directe de l'expérience humaine. De l'autre part, on a une exacerbation du pouvoir de la vision. Une vision que le photographe discipline, il s'entraîne à regarder le monde. Chez les photographes, on parle d'avoir l'œil. Donc, un œil, ça se développe, ça se travaille, ça se pratique. Donc, partout où je suis allé, on m'a toujours répété qu'un photographe, c'est un regard particulier sur le monde. Donc, la justesse de la démarche du photographe dépend de la justesse de son regard, de son œil. Donc, c'est vraiment le photographe qui est le principal médium, puis pas l'appareil photo, qui est juste un outil. Donc, cette distinction-là entre l'individualité du photographe puis les capacités techniques des caméras sont très importantes. Parce que dans la première décennie du 21e siècle, les caméras numériques ont totalement remplacé les caméras argentiques dans les salles de presse. C'est une technologie qui a plusieurs avantages. Pour une entreprise, donc une plus grande rapidité de la transmission des images, un plus faible coût d'utilisation une fois qu'on a amorti les frais pour tout l'appareillage informatique. Et tous les photographes que j'ai rencontrés se servaient d'appareils numériques pour leur travail, même s'il y en a qui continuent à servir de la pellicule pour leur pratique personnelle, là. Donc, dans les milieux photojournalistiques, on s'est développé une double association, là, si on veut, entre la technologie argentique qu'on associe aux impératifs économiques de l'industrie de la presse, puis, j'ai étudié argentique, numérique, donc la technologie numérique qui est liée à l'économie, et la technologie argentique qui est liée à la créativité, à la sensibilité artisanale d'une démarche artistique. Donc, les changements dans les modes d'opération des organisations de presse valorisent l'efficacité de la production des images, puis surtout la valeur marchande du contenu, de l'information qu'il y a dans chaque image. Ça inquiète énormément les photographes que j'ai rencontrés, parce que, si on veut, la technologie, ils sentent que la technologie est comme en train de les effacer. Donc, il y en a même qui me disaient, là, avec beaucoup de dédain, qu'aujourd'hui, avec la technologie numérique, n'importe qui peut être un photographe. Donc, pour illustrer son point, il y a le chef de pupitre au bureau de Delhi, de l'agence Associated Press, me dit qu'aujourd'hui, quelqu'un revient d'une conférence de presse avec 1000 photos, 1000 clichés, alors qu'à l'époque, par simple souci d'économie de pellicule, il en prenait juste une dizaine. Donc, puis là encore, je le paraphrase, c'est donc perdu la première qualité du photographe, sa capacité à saisir les fameux instants décisifs. Puis c'est encore pire avec les nouveaux appareils photo qui peuvent prendre de la vidéo. Donc, on filme tout l'événement, après ça, on fait une petite sélection une fois revenu, là, en fonction de ce qu'on a besoin. Donc, aux yeux de ces photographes-là, ces technologies-là sont en train de saper totalement les compétences fondamentales des photographes. Ils disent que, on me disait que les nouveaux photographes qui arrivent ne savent pas faire de la photo. Ils savent juste peser sur un piton. Puis du même coup, ça endommage une légitimité morale que les photographes essayent d'entretenir bon an, mal an, malgré les orientations des géants de l'industrie de la presse. Donc, au-delà d'une certaine technophobie des professionnels qui ont vécu le passage de l'argentique au numérique, il y a aussi dans une volonté d'ancrer leur pratique dans leur culture, dans l'Inde contemporaine. Il y avait si on veut, les photographes que j'ai rencontrés se divisaient grosso modo en deux groupes.
celui des pigistes là, qui se projetaient dans l'espace globalisé des publications internationales, puis qui se présentaient comme étant cosmopolites, sans religion, sans attache, citoyens du monde, ça on me l'a sorti là, à répétition. Les autres, qui étaient plus généralement des salariés, eux autres s'ancraient vraiment plus, on peut dire, pas lourdement, mais fièrement, ouais, dans le terreau national indien. Il y en a qui me disaient que je suis né ici, je mange la bouffe d'ici, je respire l'air d'ici, je mange la poussière d'ici. Je suis indien, ce que je fais est indien. Donc, puis c'est dans ce deuxième groupe-là que sortaient les références au darshan puis au rasa. Donc, je vais expliquer le terme de rasa, qui veut, une traduction malhabile serait la saveur de la vie, qui est à la base des élans artistiques. Puis, en fait, c'est un terme aussi qui a été beaucoup plus utilisé dans le théâtre classique indien. Donc, on a codifié ça à l'extrême. Il y a des débats théologiques, pas théologiques, mais théoriques, qui datent de l'an 800, je pense. Donc là, on a une des séparations des 9 rasas. Je ne vous énumérerai pas tous, mais c'est en gros 9 émotions fondamentales, si on veut. Donc, à partir de laquelle on fait toutes sortes de combinaisons, puis qui ont elles-mêmes toutes sortes de déclinaisons. Donc, un auteur parle des rasas en disant « Les arts génèrent et consolident des humeurs, des sentiments, des émotions, en les libérant des fluctuations évanescentes des désirs et des impulsions, pour les concentrer dans les esprits et les cœurs des gens. » Donc, avec le temps, tout comme le terme de darshan, le terme de rasa en est venu à être appliqué à l'ensemble de l'expérience humaine. Donc, quand il y a un photographe, là, c'est un autre photographe qui me dit « La photographie me rapproche des paroxysmes, des rasas, des extrêmes de tout, le drame de la vie. J'ai vu le tsunami de 2004. J'étais là le matin du surlendemain. Mon sens d'être, l'échelle de la dévastation et ma conception de ce que peut être la colère divine, je n'aurais jamais saisi ça en restant assis à Delhi. Vous devez être là pour sentir l'odeur de la chair en putréfaction. » Il ne me parle plus juste d'esthétique, là, ni de théâtre classique. Quand il dit ressentir les rasas, les paroxysmes dramatiques de la vie, il parle de sa pratique photographique. Puis surtout, il postule que l'expérience vécue a une essence qui est juste perceptible à certains moments, à des moments décisifs. Donc, là, je vais enligner une couple de photos. Juste pour vous donner une idée de comment ces termes-là en viennent à être articulés par les photographes, si on veut. Fait que, ça, c'est une image d'Henri Cartier-Bresson. C'est lui qui a un des grands partisans là, de l'idée de l'instant décisif, que la photographie arrive à prendre des moments de vérité fondamentale dans l'expérience humaine. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que ce photographe-là me disait en parlant de son expérience du tsunami. C'est ça, donc les deux ont un discours qui va comme... c'est un petit peu mystique, si on veut. Une certaine métaphysique, là. On peut arriver quasiment à avoir une espèce de connexion divine avec le monde, qui est une entité difficilement définie, là, où la vie, c'est quelque chose qui revient énormément, la vraie vie, à travers la photo. Puis surtout de cette notion-là que la photographie, c'est une expérience privilégiée de la réalité. Il y a un photographe renommé qui disait, son nom c'est Don McCullin, il disait « À la fin de la journée, vous avez vécu plus en une seule journée que certaines personnes vivraient dans toute leur vie. » Donc, une idée que j'ai entendue quasiment pareil d'un photographe à Mumbai qui me disait « En une vie, vous vivez des milliers de vies. Chaque histoire que vous allez couvrir, chaque expérience est une vie. » Donc, c'est une expérience vécue, enrichie, qui est liée à une certaine conception de l'histoire, une conception événementielle, donc une idée qui est au fondement des pratiques journalistiques, donc qui dit que l'expérience journalistique, c'est l'expérience des points saillants de l'histoire.
ces moments particuliers-là qui comptent. Puis être présent là, c'est être témoin des mouvements essentiels de l'expérience commune de l'humanité. Donc, là-dedans, le photographe a un statut privilégié. Un statut qui renvoie aux conceptions qu'on a de l'artiste dans les théories des Rasa. Donc, qui postule qu'un artiste, travaillant conjointement sur des matériaux spirituels, les matériaux de son être, il travaille sur lui-même, et sur les matériaux concrets de l'expérience humaine, que ce soit le drame, les lignes, la forme, la peinture, la parole. Donc, dans une pratique idéale, là, il y a une pratique méditative qui vise à développer cette espèce d'acuité fondamentale-là, qui permet de saisir les moments fugaces de la vie, dans lesquels va se manifester cette espèce d'essence de l'expérience humaine. Donc ça, c'est le darshan, ce moment-là où on arrive à voir, comme Raghurai le définissait, c'est le moment décisif d'Henri Cartier-Bresson. Donc, en arrière de ça, il y a l'idée que regarder le monde peut être un acte moral, une manière d'avoir une vision privilégiée sur l'expérience humaine en se peaufinant soi-même, en s'affinant, pour être en mesure de prendre darshan du monde et de pouvoir communiquer cette intuition, une espèce de savoir métaphysique, à travers de la bonne photographie. Donc, de la photographie dans laquelle on a réussi à incorporer les rasas de l'expérience. Donc, dans les mots d'Henri Cartier-Bresson, c'est aligner l'esprit, l'œil et le cœur. Un phrasé que j'ai entendu là, tel que tel là, dans la bouche d'au moins 7-8 photographes que j'ai rencontrés. Là. Donc, selon cette... Donc, je vais tranquillement pas vite clore. Donc, ça, c'est un des photographes que j'ai rencontré, Sudarak, qui... c'est des photos qui datent du début des années 2000. C'est des danseuses d'une forme qu'on appelle le tamasha, qui est une forme de danse. Si on veut, c'est les danseuses là, de l'Inde rurale. C'est de la danse suggestive, les hommes vont là en cachette, mais il n'y a rien de... Là, maintenant, les vrais bars de danseuses sont en train d'éliminer ces formes-là. Oups. Une autre série sur des femmes qui se sont battues pour faire reconnaître leurs droits, toujours au début des années 2000. Je ne connais pas les lieux. Et une autre manière de prendre darshan, c'est devant des lieux saints. Gurinder Roshan parlait de ses séjours de trekking au Népal comme étant des moments où il pouvait prendre darshan. Donc, son expérience de la photo, c'était une expérience de darshan. Il allait se mettre devant la montagne sacrée pour payer hommage à cette montagne-là. Donc ça, c'est des images de Raghurai. Pas ses meilleurs. Mais, donc, voit comment il peut dire qu'il essaie d'infuser une image de l'atmosphère. Nous, on va peut-être plus parler d'atmosphère ou de sentiment ou d'émotion. Lui, il parle en termes de rasa. Donc, récapituler rapidement. Dans cette vision particulière-là de l'esthétique, un photographe peut tenter d'atteindre une clairvoyance particulière vis-à-vis des événements du monde, puis en développant sa sensibilité artistique, transmettre cet acte de témoignage-là en saisissant les bons moments, les moments décisifs, ou l'essence d'une situation où le rasa se manifeste. Donc, pour ça, le photographe, il doit se considérer comme l'élément principal de tout l'appareillage photographique, qui, dans sa forme idéale, va garantir la légitimité d'une image. Parce qu'une fois que cette image-là est envoyée dans l'industrie de la presse, je veux dire, là, elle est découpée, sectionnée, elle est marchandisée. Donc, on peut s'en servir pour pas mal n'importe quoi. Puis, c'est ce dont les photographes ont énormément peur, que leurs images soient utilisées contre leurs intentions premières. Donc,
c'est assez important, un moment où, dans l'industrie de la presse en Inde, on vit des transformations énormes, puis on cherche réellement à augmenter cette parcellisation-là de l'image. Je pense que je vais clore là, sûrement déborder un peu. Ça va? C'est peut-être? OK. Parce que là, on est toute, dernière phrase, dans l'économie indienne, dans le milieu des médias, on est tout en train de faire valoir le travail à la pige, mais le travail au morceau. Puis on est en train de préférer des formes esthétiques qui sont moins dans le photoreportage, donc dans des groupes d'images, de 10-15 images qu'on va publier, mais dans des images individuelles, simples. Une petite image qu'on peut mettre là, une autre qu'on peut mettre là, puis une autre qu'on peut mettre là. Puis les photographes, ils se font envoyer pour un reportage, puis mettons, ils se font envoyer pour faire un reportage sur, je ne sais pas, des paysans qui se font exproprier dans telle région. Puis là, du même coup, ils se font demander, ben il y a aussi une usine automobile dans le coin, tu peux aller prendre des images là, il y a aussi telle autre affaire dans le coin. Fait qu'ils se font envoyer pour photographier 6 affaires en même temps. Puis eux autres, ils n'aiment pas ça. Ils aimeraient ça pouvoir se concentrer sur un travail qu'ils peuvent mener à terme. Fait que je vais clore là-dessus.